Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traité rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. La rhumatologie est une spécialité médicale qui s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire des maladies des os, des articulations, des muscles, des tendons et des ligaments. Les rhumatologues sont des médecins spécialisés en rhumatologie. Ils soignent les infections ostéo-articulaires, mais également l'ensemble des rhumatismes inflammatoires et maladies auto-immunes qui peuvent avoir de nombreuses manifestations extra-articulaires sur la peau, les yeux, les reins, les poumons, etc. Le rhumatologue est amené à prendre en charge de très nombreuses maladies. Plus de 450 maladies sont répertoriées parmi ce qui est appelé rhumatisme. Mais rassurez-vous, nous n'avons pas pour ambition de parler de toutes ces maladies ce soir, mais plutôt des principales, celles que nous rencontrons le plus souvent dans notre espace francophone. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir pour vous ce soir, sur ce plateau, professeur Idrissa Amadou Cissé du Mali, professeur Onayo Oniakitan du Togo, professeur Edmond Eti de Côte d'Ivoire, professeur Dieudonné Ouedraogo du Burkina Faso. Ils sont tous chefs de service de rhumatologie dans leurs pays respectifs. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous suivre. Participez à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Pour planter le décor, quelle est la situation de rhumatologie en Afrique dans l'espace francophone, professeur Ouedraogo? Alors, il faut noter que la rhumatologie est une spécialité embryonnaire en Afrique subsaharienne francophone. Lorsqu'on prend les 14 pays de l'Afrique subsaharienne qui comportent environ 190 millions d'habitants, il n'y a que 50 médecins donc, spécialisés en rhumatologie. Donc c'est pour dire que le nombre de spécialistes n'est pas vraiment très important donc, dans cette partie du monde. Donc c'est en deçà des besoins. Comment devient-on rhumatologue? Quelle formation est nécessaire, professeur Eti? Bien, je vous remercie. Pour être rhumatologue, il faut déjà être docteur en médecine. Ensuite, faire 4 ans d'études spécialisées en rhumatologie. Après quoi, bon, il y a un mémoire à présenter et celui qui valide ce mémoire-là est peut-être déclaré rhumatologue. Professeur Cissé, quelles sont les qualités requises pour être un bon rhumatologue? Merci, vaste question. Merci de nous recevoir chez nous au Burkina Faso. Et tout prie. à l'heure, le professeur Eti a été assez modeste pour ne pas dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est quand même, on va dire, le vivier de la formation des rhumatologues. Pour être un bon rhumatologue, il l'a dit, il faut partir du postulat, c'est d'être un bon médecin généraliste déjà. C'est d'avoir une bonne formation de base. Et après cette formation de base avec la spécialisation, il est coutume de dire
que le rhumatologue est le plus généraliste des spécialistes. Donc, cela suppose une assiette assez large de connaissances, une transversalité dans la prise en charge et dans les maladies, parce que vous avez dit, ça commence par la peau qui est la plus superficielle jusqu'à l'os en passant par les muscles et tout le système qui les partage. Donc, un rhumatologue, c'est quelqu'un, un médecin spécialiste qui a une vue large, qui est un médecin par excellence de la douleur et qui doit jouer sur plusieurs claviers parce que les malades, c'est ça aussi la rhumatologie. Parlons à présent de la carrière rhumatologue et des possibilités d'évolution. Professeur Onyakitan. Merci, madame. J'espère que je prononce bien le nom. Oui, oui, ça va déjà. Alors, la carrière de rhumatologue est pratiquement superposable à la carrière de tout médecin spécialisé. C'est presque la même carrière. Un médecin généraliste qui a fini les 4 années, comme vient de dire le professeur Eti, sort rhumatologue. Et une fois qu'il est sorti rhumatologue, il y a 2 possibilités. Il est sorti de rhumatologue et puis il peut décider de continuer par être rhumatologue, tout simplement. En ce moment, dans son pays, s'il y a une possibilité, il est recruté dans la fonction publique et il travaille dans un hôpital comme rhumatologue. Il s'occupe des maladies de l'appareil locomoteur qu'on appelle communément rhumatisme. Et puis l'autre possibilité, lui-même il peut décider de s'installer en privé. En ce moment-là, il crée son cabinet ou bien sa clinique et il exerce là-bas. L'autre possibilité maintenant, ce qui fait que peut-être c'est pour ça que nous sommes ici, c'est que le rhumatologue peut évoluer pour devenir un enseignant. Ça, c'est carrière hospitalo-universitaire. Il est déjà médecin, rhumatologue, et puis il cherche à enseigner. En ce moment, il poursuit la formation. Il est avec un maître, un rhumatologue qui est déjà professeur. Il reste avec lui et il progresse. Il devient assistant-chef de clinique. Il s'occupe des malades et des jeunes apprenants, les étudiants en médecine. Et c'est là qu'il progresse petit à petit. Il devient maître assistant. Et puis il passe le concours d'agrégation et il devient maître de conférence agrégé, qu'on appelle souvent professeur agrégé. Et après plusieurs années, là, il devient professeur titulaire. Donc vous avez ici des professeurs titulaires. Donc il peut être médecin tout simplement ou bien hospitalo-universitaire. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les maladies rhumatologiques au Burkina Faso, à Ouagadougou comme à Waïguya. Certains ignorent même l'existence d'un service de rhumatologie dans les formations sanitaires. Plus de détails dans ce micro-trottoir réalisé par Nongdo Kouda et Lazare Pouya. Rhumatologie, c'est un mot étrange pour moi. Donc, ce sont des maladies, pour moi c'est étrange. Je n'ai pas encore entendu parler de ces maladies pour le moment d'abord. Rhumatologie. Franchement, c'est ma première fois d'entendre ce mot. Ça concerne le rhume un peu, donc. Je suis un étudiant en deuxième année de médecine. On n'est pas trop sur la question d'abord. Donc peut-être un peu plus tard, oui. Je n'en connais pas. Les maladies rhumatologiques, non. Selon moi, peut-être que c'est dû aux maladies de poumons, peut-être, si je ne mens pas. J'ai tellement dit, j'ai entendu parler, mais je ne le connais pas comme ça. La rhumatologie. Je ne vais pas mentir, je n'ai jamais entendu parler. J'entends, mais je ne sais pas réellement c'est quelle maladie. C'est ma première fois de rencontrer ce mot. Rhumatologie, je me dis que c'est peut-être une question de maladie due à la respiration qui vient du nez. Je connais la rhumatologie. C'est quoi? Bon, en fait, c'est une maladie. Bon, ça attaque les nerfs, quoi. Voilà. Est-ce que vous connaissez les maladies rhumatologiques? Non, pas tout à fait. Je sais que la goutte, c'est une maladie qui se transmet par l'excès de viande. En consommant trop de la viande, bon.
Avec plus de 25 consultations par jour et 1000 par an, le service de l'hôpital du district de Bogodogo à Ouagadougou ne désemplit pas. 3 spécialistes rhumatologues s'attellent chaque jour à satisfaire les patients qui viennent des différentes régions du pays. Comment sont-ils organisés pour prendre efficacement en charge les patients? La réponse dans ce reportage de Nongdo Kouda et Lazare Pouya. Nous sommes ici à l'hôpital du district de Bogodougou, l'une des plus grandes formations sanitaires de référence de la capitale Ouagadougou. Au service de la rhumatologie, les spécialistes de la santé s'activent à satisfaire les malades souffrant de rhumatisme. Ici, 25 à 30 patients sont reçus quotidiennement en consultation, soit 2 fois par jour. Sur la base d'une étude qui a été réalisée en 2012, on a en moyenne 1000 patients par an. Ça, c'était au moment où c'était principalement une personne qui consultait. Les rhumatismes sont des maladies qui touchent les os, les articulations, les ligaments et même les tendons. Le Burkina Faso ne dispose que 3 spécialistes en rhumatologie pour l'ensemble du pays. Le premier, le professeur Dieudonné Ouedraogo, étant arrivé en 2006. Depuis lors, nous avons 3 rhumatologues qui sont en exercice dans ce service-là, à l'hôpital de district de Bogodougou. Pourtant, les maladies de rhumatisme sont fréquentes en consultation. On a surtout ce qu'on appelle les pathologies mécaniques et dégénératives, qui sont surtout les arthroses. Les arthroses au niveau de la colonne lombaire, au niveau de la colonne vertébrale, surtout ce qu'on appelle la lombalgie commune ou le mal de dos. On a beaucoup d'arthroses aussi dans les genoux. C'est vraiment le grand groupe des arthroses qui domine la consultation. Près de 3/4 des patients qui sont reçus, c'est surtout pour des arthroses du dos, les maux de dos, et les arthroses des genoux parce que le cartilage, il se fatigue. Mais à côté de cela, on a des patients qu'on reçoit pour gouttes. Il y a beaucoup de patients qui ont de la goutte et les infections qui dominent les hospitalisations. Et la preuve, on a environ 40% de patients depuis 1 an d'hospitalisation qui sont hospitalisés pour les infections. D'où l'intérêt même du thème du congrès de cette année qui porte sur les infections ostéo-articulaires dans l'os et dans les articulations. Maladie qui se manifeste entre autres par la douleur, l'inflammation, la rougeur et la chaleur localisée. Les rhumatismes peuvent être acquis par l'alimentation. Par exemple, pour la goutte, nous avons instauré, il y a eu 1 mois, une séance de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. On a réuni les patients atteints de goutte et on a eu des échanges par rapport au régime. Parce qu'une mauvaise alimentation, riche en viande, avec l'alcool et tout, même s'il y a des prédispositions génétiques parfois à ces affections-là, l'alimentation joue un grand rôle. Les infections, c'est notre cadre de vie. Une hygiène de vie, un environnement sain permet de prévenir les infections. Afin de pouvoir prendre en charge toutes ces pathologies, le service de rhumatologie à travers le ministère de la Santé s'active à former ses propres spécialistes. La formation de médecins spécialistes en rhumatologie est disponible au Burkina. Et nous avons 5 médecins qui sont inscrits pour cette formation-là, qui dure 4 ans. Au bout de 4 ans, on devrait pouvoir avoir nos premiers rhumatologues formés. Parce que jusque-là, on était obligé d'aller sur la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Et chaque année, il y en aura plus. Ce qui fait que le nombre de rhumatologues avec les années à venir va certainement augmenter et permettre une meilleure prise en charge des patients. En attendant la bonne nouvelle, observez une alimentation saine, 5 fruits et des légumes par jour. Arrêtez de fumer et sachez que l'eau est la meilleure boisson du monde. Le centre hospitalier universitaire régional de Waïguia, structure de référence de la région, ne dispose d'aucun spécialiste en rhumatologie. À défaut donc de spécialistes, c'est le service de traumatologie orthopédie qui prend en charge les patients souffrant de rhumatisme. Comment se déroule la prise en charge dans ce service? Quelles sont les difficultés? Reportage de Nongdo Kouda et Lazare Pouya. Centre hospitalier universitaire régional de Waïguia. Cette grande formation sanitaire de référence ne dispose d'aucun spécialiste en rhumatologie. L'hôpital de Waïguia n'en dispose pas parce que justement
le nombre de spécialistes en la matière est si rare qu'on n'a pas encore à l'hôpital de Waiguia. Donc, tous les patients donc, qui consultent donc, pour des problèmes de douleurs chroniques viennent plus souvent à nos consultations. Pourtant, 30 à 40 patients reçus par jour ici au service de la traumatologie orthopédie du CHU régional de Waiguia, un cas sur 3 souffrirait des maladies rhumatologiques. L'hôpital de Waiguia est un centre de référence où viennent consulter les patients de toute la région nord de Burkina Faso, allant de Dédégou, Nouna, jusqu'à même Djibo ou Dori. Et il faut dire que la porte d'entrée principale de ces consultations-là, c'est le service de consultation, où on a d'abord des médecins généralistes qui vont les recevoir et qui vont faire le tri. Et le plus gros de ces malades donc, vont nous revenir surtout dans le service de chirurgie, où on a essentiellement 3 chirurgiens viscéraux, un chirurgien orthopédiste, un chirurgien urologue, un chirurgien pédiatre et un médecin anesthésiste. Alors, il faut dire que on reçoit en moyenne 30 à 40 patients en consultation hebdomadaire. Et parmi ces patients, il faut dire qu'il y a au moins un cas sur 3 consultent pour des problèmes d'affection rhumatologique. À cela s'ajoute le manque de spécialistes dans le domaine et d'autres difficultés de prise en charge. La première difficulté que nous rencontrons, c'est la disponibilité du matériel de prise en charge, surtout les médicaments adaptés, du fait que il n'y a pas trop la spécialité dans la région. Les médicaments aussi ne sont pas très disponibles. Ce qui fait que la prise en charge est plus difficile. La deuxième difficulté, c'est que les médicaments sont chers. Et nous sommes face à des populations qui sont plus souvent financièrement démunies. Face à certaines difficultés plus importantes, les patients sont de nouveau référés à Ouagadougou pour rencontrer les spécialistes. Comme anecdote, je peux vous parler de cette dame qui est venue d'un village reculé de Waiguia, allant vers Djibo, Djibo, c'est une dame qui avait une douleur au niveau des 2 mains, au niveau des doigts, une douleur qui était chronique, qui l'empêchait de dormir, et elle avait des sensations de mains qui se refroidissaient. Au fil des ans, des mains qui se déformaient. Et après examen clinique et même un bilan des radios, on n'a pas trouvé de diagnostic précis parce que les capacités de prise en charge à Waiguia sont très limitées. Et on a eu plusieurs cas comme ça, on était obligé de les référer à Ouagadougou pour une consultation de rhumatologie, mais ils ne sont pas partis parce que les moyens ne permettaient pas. En attendant d'avoir un spécialiste rhumatologue dans la région du Nord, la communication interdisciplinaire s'impose afin de faire en sorte que le malade ne souffre pas beaucoup de son mal. Quelles sont les principales pathologies en rhumatologie, professeur, et les plus fréquentes dans notre pays? Alors, comme le docteur Zabsonre l'a si bien souligné, il faut noter qu'il s'agit surtout des pathologies liées à l'usure du cartilage. Parce que vous savez, toutes les articulations, lorsqu'on les utilise beaucoup, ou par rapport à l'âge, le cartilage s'use. Et donc, c'est ce que nous on appelle des arthroses. Et donc, c'est surtout les arthroses du dos, donc de la lombalgie, encore appelée communément le mal de dos. Alors, la deuxième pathologie la plus fréquente, c'est toujours de l'arthrose, mais cette fois-ci, c'est de l'arthrose au niveau des genoux, parce qu'en Afrique et surtout au Burkina, les femmes sont légèrement en surpoids et donc elles ont habituellement des arthroses. Alors, il faut noter qu'à côté des arthroses, il y a d'autres pathologies qui sont fréquentes au niveau du Burkina. Il s'agit notamment de la goutte, qui est liée à des dépôts donc, durables de sodium dans les articulations et qui est liée à une alimentation riche en purine, notamment dans les viandes et dans les bières. Professeur Cissé, au Mali, quelles sont les pathologies qui sont les plus fréquentes en matière de rhumatologie? Je pense que on est dans le même sillage. Hein. Ça me rappelle une anecdote d'un de mes aînés qui a été ministre de l'enseignement supérieur au
au Mali, disaient qu'ils étaient à une réunion et chaque fois qu'un parlait, on a l'impression qu'il parlait pour soi. Donc c'était vraiment, on a une convergence en fait des affections en termes de fréquence. C'est les maladies d'usure, l'usure qui porte essentiellement sur les zones portantes de notre corps, c'est le bas du dos, c'est les genoux essentiellement, et puis après les autres parties du corps. Les infections, parce que notre environnement n'est pas toujours salubre, et les maladies en rapport avec la sédentarité, donc le régime alimentaire, notre mode de vie, nos habitudes de vie, donc la goutte entre autres, qui est la plus fréquente, et de plus en plus, probablement parce qu'on ne savait pas les chercher ou les conditions techniques de matérialiser ces maladies nous posaient des problèmes. C'est une particularité de maladie où l'être humain, pour des raisons qui ne sont pas tout le temps univoques ou bien saisies, bien cernées, nous combattons contre nous-mêmes. Nous nous immunisons contre nous-mêmes, les maladies auto-immunes, dont le chef de file est la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie excellente, par excellence de la femme, comme le lupus, qui en est aussi une variante. Donc nous avons une assiette assez large, mais essentiellement une prépondérance des maladies de l'usure, du surpoids et de nos articulations portantes, et surtout des maladies infectieuses, dont la tuberculose, bien qu'elle est un peu en recul quand même. Le professeur Oniakita, au Togo, c'est le même tableau? Oui, pratiquement, c'est pratiquement le même tableau. Et c'est ça, hein, il y a l'arthrose qui est en première position. Et bon, ce qu'il y a aussi, qui n'est pas du tout grave, c'est qu'il y a des maladies qui sont tout autour des articulations, que l'on appelle communément les tendinites, qu'on voit aussi très souvent. Et puis en dehors de ça, c'est le reste, hein, c'est-à-dire que les rhumatismes inflammatoires et puis les connectivites, ce qu'on appelle lupus, ce qu'on appelle polyarthrite rhumatoïde, c'est des affections quand même finalement fréquentes. Et puis il y a la goutte, qui pendant longtemps on pensait que c'était une maladie qui n'existait même pas en Afrique, qui était très rare, mais aujourd'hui c'est très fréquent. Donc il y a la goutte. Et puis les infections, oui, c'est pratiquement la même chose. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, professeur Été, bien, il y a des particularités? Oui, je ne vais pas répéter ce qu'ont dit les autres. C'est tout à fait la même chose, le même tableau. Mais ce sur quoi moi je voudrais intervenir, c'est de réagir sur le reportage ou le micro-trottoir, où on s'est rendu compte que quasiment tous ceux qui ont été interrogés ne savaient même pas ce que c'est que la rhumatologie. Eh bien, je pense que c'est tout part même de comme l'avait dit en introduction le professeur Ouedraogo, du fait que c'est une spécialité qui est relativement récente en Afrique. Et le premier agrégé même en Afrique subsaharienne, c'était en 86. C'est mon maître, le professeur Kwakunzwe, qui est notre maître à tous. Vous vous rendez compte, ça fait, 86, ça fait une quarantaine d'années. Bon, ça fait beaucoup, mais en réalité, par rapport à d'autres spécialités comme la gynécologie, 80, ça fait 32 ans. Oui, comme la gynécologie, la pédiatrie, c'est relativement récent. Et comme la chirurgie, et même parmi les médecins, il y en a un certain nombre des anciens qui n'ont jamais eu de cours de rhumatologie. Donc, la rhumatologie était une discipline vraiment très mal connue, y compris même dans le milieu médical, à plus forte raison au sein de la population. Et c'est progressivement, avec l'apparition des rhumatologues, avec la diplomation des nouveaux rhumatologues, que la spécialité a commencé à être connue. Mais je vous dis, même au sein du corps médical, il y a certains médecins qui, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment, assimilaient toute la rhumatologie à l'arthrose, par exemple, qui n'est qu'une infime partie de la rhumatologie. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu cette information. Il y a jusqu'à 450 maladies qui sont répertoriées. Oui, comme vous le dites. Mais certains médecins ne le savaient pas. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est une spécialité qui est nouvelle, relativement nouvelle, et qui était enseignée au départ par des internistes, pas vraiment des personnes vraiment compétentes de façon pointue dans le domaine, et si bien que les connaissances étaient plus ou moins vagues, mais depuis quelques années, ce sont des rhumatologues bien formés qui prennent les choses en main, et je pense que c'est cette idée qui est répandue au sein de la population, où on assimile la rhumatologie à l'arthrose, eh bien ce sera redressé, ce sera du passé. Non, mais en fait, c'est juste pour confirmer ce que le professeur Eti vient de dire.
je ne suis pas si âgé que ça, mais déjà, je n'ai pas reçu de cours de rhumatologie lorsque j'étais étudiant. C'est quand je suis parti en spécialisation à Abidjan pour la spécialisation que pour la première fois, j'ai commencé à entendre parler du lupus érythémateux systémique, de la polyarthrite rhumatoïde, de la goutte, etc. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une spécialité qui n'est pas très bien connue. Voilà, et c'est pourquoi les émissions telles que celle-ci permettent donc à la population de connaître un peu mieux cette spécialité. Donc cela veut dire qu'il faut davantage communiquer sur la rhumatologie. Le Congo-Brazzaville est l'un des pays africains qui a eu ses premiers spécialistes rhumatologues dans les années 90. Pour professeur Honoré Nsiba est l'un des pionniers dans son pays. Présent à Ouagadougou dans le cadre du 2e congrès des rhumatologues de l'espace francophone, il a bien voulu partager avec nous l'expérience du CHU de Brazzaville en matière de prise en charge des rhumatismes. Témoignage par Nongba Kouda et Lazare Pouya. Sur le plan de la rhumatologie, nous avons été formés les 2 premiers rhumatologues et nous sommes rentrés dans les années 1989-90 à Brazzaville et nous avons ouvert l'unique service de rhumatologie au niveau du CHU de Brazzaville. C'est un service qui compte une vingtaine de lits, qui a 2 rhumatologues seniors, les tout premiers que nous sommes, et nous avons sous nous 3 jeunes rhumatologues qui viennent de finir leur formation et qui sont rentrés. Et tout le monde donc exerce au niveau du CHU de Brazzaville dans le service de rhumatologie. En nombre, nous sommes à peine 5 rhumatologues en fonction donc à Brazzaville. Nous avons 2 jeunes qui sont encore en formation et on espère qu'ils vont rentrer d'ici 2-3 ans, qui vont donc compléter l'équipe. Au niveau de la 2e ville, qui est Pointe-Noire, il n'y a pas du tout de rhumatologue. Et cette année, nous avons donc une personne qui est partie en formation. Il y a une autre personne qui est déjà en formation. On espère que d'ici 3 ans, ces personnes vont pouvoir rentrer et pouvoir couvrir au niveau de Pointe-Noire, la 2e ville donc, du Congo. Alors, à Brazzaville, nous avons donc un service d'une vingtaine de lits et nous fonctionnons donc en consultation externe. Nous avons donc une consultation externe. Chaque rhumatologue a une matinée de consultation externe et nous avons le service d'hospitalisation où nous prenons en charge les malades qui ont besoin d'être hospitalisés. Ce sont les cas graves et qui concernent les différentes pathologies en rhumatologie que nous voyons. Nous avons beaucoup de maladies infectieuses, la tuberculose vertébrale en particulier, il y en a énormément partout. En Afrique, nous avons les autres infections non tuberculose au niveau des articulations périphériques. Nous avons la pathologie dite dégénérative, c'est l'arthrose au niveau de la colonne vertébrale, l'arthrose au niveau des genoux. Nous avons également les maladies inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde qui est le premier rhumatisme inflammatoire chronique qui se voit également chez nous, qui est aussi sévère que dans les pays européens ou les pays dans les populations caucasiennes. Nous avons également des maladies qu'on appelle les spondylarthropathies, c'est-à-dire des maladies qui touchent la colonne vertébrale et les articulations. Là également nous avons. Et la particularité, c'est que nous avons des malades qui sont infectés par le virus du VIH et qui présentent une forme d'arthrite, d'atteinte inflammatoire au niveau des articulations. En dehors de ces pathologies, nous avons la goutte. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Professeur Eti, je suppose que le diagnostic de certains rhumatismes doit être difficile en Afrique, à écouter les uns et les autres. Et oui, sûrement. Je pense qu'en Afrique, la particularité, c'est que nous ne sommes pas très aidés par les examens complémentaires. Disons qu'on n'a pas toujours cette disponibilité de faire les examens comme on pourrait le faire en Europe. Sinon, la démarche diagnostique en rhumatologie, elle est comme en médecine par ailleurs, c'est-à-dire qu'elle commence par l'interrogatoire, voilà, au cours de laquelle on va essayer de recueillir toutes les informations concernant le mode d'installation de la maladie, les facteurs qui déclenchent, les facteurs qui calment. Ensuite, le plus souvent, il s'agit de douleur d'ailleurs. Donc la douleur, comment elle apparaît, son intensité, qu'est-ce qu'elle entraîne comme impotence, comme incapacité. Ensuite, tout ce qui accompagne la douleur, le professeur Cissé l'a dit, en plus de la douleur, il y a d'autres signes
peuvent s'associer. Il y a les signes tels que des signes cutanés. On peut avoir des taches sur la peau, des signes oculaires, des signes cardiaques, pulmonaires. Donc, l'interrogatoire recherche tout cela. Ensuite, il y a l'examen. Et en rhumatologie, c'est ça qui est important, c'est que l'examen doit être minutieux, méthodique. Donc, il faut de la patience. Parce qu'on va examiner toutes les petites articulations. Et parfois, c'est comme justement, on n'a pas beaucoup de moyens de faire des examens sophistiqués. Donc, pour nous, tous les petits signes qu'on peut voir à l'examen sont importants. C'est pour ça que cela nécessite beaucoup de patience, beaucoup de méthodes. Donc, l'examen clinique va examiner toutes les articulations, la colonne vertébrale. Et puis, ensuite, il y a le côté examen paraclinique, voilà, où il y a des examens de biologie, des examens d'imagerie médicale. Et donc, c'est tout ce faisceau d'informations qu'on va utiliser pour arriver au diagnostic. Et cela, il y a des cours quand même par rapport à toute cette batterie d'examens. Oui. Professeur Cissé, est-ce que ces cours sont accessibles aux populations? C'est difficile de dire que les coûts sont accessibles. Cela nécessite des sacrifices que nos populations devront consentir parce qu'en moyenne, c'est $10 le revenu que nous constatons dans les pays, on va dire, avec un PIB conséquent. Et quand il venait de le dire tout à l'heure, le professeur Eti, l'universalité de la science nous honore et nous en sommes heureux. Et cette universalité de la science, seules les conditions d'exercice font notre différence avec nos collègues d'ailleurs. Et c'est pourquoi nous devrons optimiser ce que nous avons de plus accessible pour amoindrir le coût de ces prises en charge, c'est l'examen du malade, l'examen clinique du malade. C'est de regarder le malade sous tous ses plans de couture, l'interroger, prendre le temps d'examiner, prendre le temps d'écouter le malade et de faire cette synthèse parce que à terme, ça nous permet d'économiser, souvent, pour des gens qui ont des portefeuilles assez modestes, des analyses qui sont quelquefois, dont on peut faire de l'économie, en sachant qu'aujourd'hui, c'est les prises de sang, c'est l'imagerie, grosso modo, c'est quoi? C'est les radiographies, c'est les scanners, c'est les IRM, qui sont des techniques assez avancées, assez pointues, mais qui sont extrêmement onéreuses. Et généralement, les maladies, les affections rhumatologiques se font dans le temps. Donc, il y a des coûts directs qui sont rapidement absorbables, ça c'est le diagnostic, mais il y a aussi le traitement et plus le suivi. C'est des maladies qui nécessitent des consultations régulières, particulièrement les maladies auto-immunes. Il faut revoir les malades au moins une fois tous les 6 mois. Ça, c'est quand ils sont bien stabilisés. Et tout ça ne va pas sans dépenses. Et les médicaments, n'en parlons même pas. Les médicaments les plus classiques, la rhumatologie, je rebondis dessus. Effectivement, c'est une spécialité naissante et qui a connu un développement spectaculaire ces dernières années, même en Occident, surtout avec la révolution, si on peut dire, entre guillemets, de l'immunologie, qui a permis de mieux comprendre les maladies rhumatismales, mieux on va dire les séparer, les tamiser, chose qui n'était pas facile avant, parce qu'on avait tous tendance à tout mettre dans un même vase en disant, grosso modo, c'est l'arthrose, c'est une maladie, une spécialité des vieilles personnes. Et on se rend compte que la gériatrie est loin de la rhumatologie. Donc, les coûts sont énormes et à nous d'être assez discriminants et assez sélectifs. Et vraiment, cela ne va pas sans une démarche rigoureuse, sans une démarche méthodique et surtout une prescription adaptée, contrôlée, maîtrisée, parce qu'à terme, il faut toujours coût-bénéfice et ce que le malade peut supporter. Tout à fait. Professeur Onokiatan, quels sont les différents types de traitements en rhumatologie? Non, mais les traitements en rhumatologie, tout de suite, vous venez de dire le nombre de maladies. Vous voyez, il y a suffisamment de maladies en rhumatologie et c'est comme ça que le traitement aussi est vraiment très diversifié. Alors maintenant, globalement, on peut diviser en disant 2 sortes de traitements. Il y a certains traitements où on n'utilise pas de médicaments. On n'utilise pas de médicaments et puis d'autres où on utilise les médicaments. Par exemple, quelle maladie? Alors, donc, dans les parties où on n'utilise pas les médicaments, non, ça peut être pour une même maladie, qu'on peut faire en même temps les deux. Et ça, c'est important, c'est surtout l'information du patient, l'éducation, la communication avec le patient. C'est vraiment le plus important parce que en rhumatologie, c'est des maladies très souvent chroniques que le patient va traîner sur des années. Et donc, il faut vraiment l'informer, qu'il arrive à comprendre d'abord sa maladie
et pourquoi il faut prendre les médicaments, pourquoi il ne faut pas abandonner, pourquoi il faut revenir en contrôle, et c'est vraiment très important. C'est pour ça d'ailleurs, je félicite le professeur Dieudonné qui a déjà mis sur pied des associations des patients, et ça permet de communiquer entre, c'est-à-dire les patients qui communiquent entre eux, et comme ça, on arrive à voir comment il faut faire le traitement et comment il faut être suivi. Vous voyez, cet aspect-là, ce n'est pas des médicaments qu'on prend, mais c'est plus important avant d'aller prendre le médicament. Et là où on ne prend pas le médicament toujours, c'est par exemple la rééducation, hein, ce qu'on appelle la kinésithérapie par exemple. Tout ce qu'on va faire, parce que c'est des maladies au cours desquelles il y a des moments où l'articulation peut être même bloquée. Ça ne bouge plus. Alors pour que ça ne bouge pas, déjà il y a des choses qu'on doit dire aux patients, comment il faut s'y prendre pour que la maladie, l'articulation ne bloque pas, ainsi de suite. Vous voyez, cet aspect de la rééducation, c'est très important. Et puis après, il y a les médicaments. Les médicaments qu'on doit prendre. Et là, vraiment, il y a beaucoup de médicaments en fonction des pathologies. Et quand vous suivez les uns et les autres, la douleur joue un rôle important en rhumatologie. Du coup, très souvent, vous allez entendre dire certains médicaments, les antalgiques, les anti-inflammatoires, c'est des médicaments contre la douleur. Mais en dehors de ça, il y a plein de médicaments beaucoup plus spécifiques qu'on utilise en rhumatologie. Et là où on a beaucoup de difficultés. Ces médicaments vraiment très difficiles à trouver sur place des fois, vous prescrivez, et puis le malade qui a peut-être les moyens même, qui tourne dans toutes les pharmacies, qui ne les trouve pas. Et ça, c'est des médicaments vraiment spécifiques et qui sont souvent relativement beaucoup plus chers. Vous voyez, bon, on ne va pas se mettre à citer tous les médicaments, voilà, c'est agro. Donc, et quand tout ça, ça ne va pas, on finit par la chirurgie. Il y a des situations où on dit, bon, ça, il faut opérer. Donc là, vous envoyez à un chirurgien qui fait le reste. Voilà, à peu près. Professeur Cissé, j'aimerais qu'on parle un peu de la lombalgie. Qu'est-ce que la lombalgie? Le mal de dos que tout le monde traîne, vieux, jeune. Tout à fait. C'est dans l'air du temps, on va dire, hein, la lombalgie, qui peut être de façon brutale ou qui peut être de façon chronique, mais généralement, il y a toujours un point de départ à tout, il y a un commencement à tout. On peut la définir comme étant une crampe simplement du dos, qui n'est pas proportionnelle ni à l'effort, à la violence de l'effort que nous faisons, ni à, je ne sais pas, à la lourdeur de la charge que nous prenons. Il y a une contracture des muscles du dos et puis on a mal au dos. Ça commence par un premier épisode, on a un coup de poignard, on a du mal à se mouvoir, on est complètement bloqué, et puis ça met 4-5 jours, une semaine, ça rentre dans l'ordre, on passe à autre chose. Et simplement, il a de la mémoire, le dos. Donc, et ça revient. Ça revient chaque fois que nous faisons des écarts de comportement. Et pour imaginer un peu, la peau est ce que nous avons de plus superficiel, mais qui est réellement un miroir de ce que nous avons de plus profond. Et le dos, il a aussi de la mémoire, et donc il reflète ce que nous pensons de plus profond en nous, dans nos émotions et dans nos ressentis. Il doit être rancunier. Voilà, il est rancunier, comme il l'a signé. Donc, c'est la deuxième cause. Hein, mine de rien, c'est une affection ou c'est une entité qui a une incidence énorme. Hein. Il ne plaît à personne d'arriver, je ne sais pas, dans une mairie ou aller, je ne sais pas, dans un service public et trouver que l'agent dont on a besoin pour régler son problème est absent parce qu'il a un arrêt de travail de 5 jours ou parce qu'il a mal au dos. Et le mal de dos est la deuxième cause d'arrêt de travail. Et qui dit arrêt de travail, c'est forcément quelqu'un qui est en période d'activité, donc c'est un manque à gagner, un manque de prestations et un manque à gagner. Et il est, on va dire, influencé ou déterminé par plusieurs choses. Ça a été dit tout à l'heure par le professeur Ouedraogo, il l'a rappelé. Malheureusement, le poids est un critère, on va dire, d'aisance sociale, surtout dans la gente féminine. Malheureusement, ce poids, c'est une partie portante de notre dos et nos genoux et qui ne tolère pas bien. Certaines activités où les mouvements sont répétés, sans même qu'ils ne soient des mouvements violents. Hein. La répétition, ça donne ce que nous appelons dans notre jargon des micro-traumatismes et qui, à la longue, participent à l'usure du dos et du système, on va dire, de glissement des os du dos. Entre autres, et puis il y a tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme traumatisme de la voie publique, etc. Et certaines maladies spécifiquement qui s'attaquent au dos. C'est pourquoi on a l'impression qu'il est nouveau, mais les gens s'en plaignent plus.
ils consultent plus. Et on va terminer par la boutade, c'est que c'est pas pour rien que quelquefois il y a l'image, l'expression imagée qui dit « j'en ai plein dans le dos ». Découvrons à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Adama Koulibaly. Bonsoir Maïmouna Daou, bonsoir chers téléspectateurs pour cette série de questions. Nous avons tout d'abord Madame Yaro à Ouagadougou. Après mon accouchement, mon second accouchement en octobre 2017, j'ai reçu une injection à la jambe gauche. Depuis lors, j'ai des douleurs qui persistent. J'ai fait des traitements, mais jusque-là, toujours rien. Donc, que me conseillez-vous? Ensuite, Monsieur Bourema Yambré à Ouargaï. J'ai été piqué par un scorpion, je pense, dit-il. Et la partie est devenue insensible. Après un traitement, cela s'est amélioré. Mais maintenant, c'est au niveau des hanches que je ressens des douleurs. J'ai fait plusieurs traitements et jusque-là, ça ne va toujours pas. Donc, que me conseillez-vous également, sa question? Monsieur Segda Isiaka, est-ce qu'une personne qui a toujours des crampes après un effort physique, cela peut-il se transformer en rhumatisme? Ensuite, Madame Boué à Bobo Dulasso, j'ai des douleurs au dos depuis 3 ans. Et après une radio, on a découvert que c'était une arthrose. Et elle prend un médicament qui s'appelle la Dorosine SR. Et la prise de ce produit, dit-elle, a conduit à des ulcères. Donc aujourd'hui, bon, voilà, elle dit quel conseil pouvez-vous lui donner parce qu'elle souffre réellement et elle n'a toujours pas recouvert la santé. Ensuite, Monsieur Yamogo Seydou Abobo Dulasso, un malade qui a une hernie discale, peut-il être pris en charge par un rhumatologue? Et il demande sa deuxième question, est-ce qu'à Bobo Dulasso, il y a des rhumatologues? Toujours, une troisième question, il dit qu'il a un mal de dos et il est suivi par un neurologue. Et le neurologue dit que le mal n'est pas assez grave pour une opération et il a proposé de faire des injections. Donc sa crainte, est-ce que cela n'aura pas de conséquences à long terme? Ensuite, on a M. André à Tampouy, il voudrait savoir si on peut guérir d'une hernie discale. Et Tanti Rebecca à Bérégadougou, quelle est la différence entre rhumatisme et drépanocytose? Et quelles sont leurs manifestations? Donc les manifestations de ces deux maladies. Et enfin, Pierre Claver à Kanchari, donc sa question c'est un peu dans le même sens. Quels sont les principaux signes du rhumatisme? Est-elle contagieuse? Cette maladie est-elle contagieuse? Et quels sont les facteurs qui favorisent justement la survenue du rhumatisme? C'est tout pour cette série de questions. Retour donc sur ce plateau avec les questions des téléspectateurs. La première question, Madame Yaro, après un deuxième accouchement, une injection à la jambe gauche, depuis lors les douleurs persistent malgré quelques traitements. Que faut-il faire? Professeur Yeti. Merci. Bon, je pense que la question n'est pas très précise. L'injection à la jambe gauche, elle veut dire dans la fesse ou bien je ne sais pas. Bon, la personne parle de jambe. Bon, on suppose que c'est... Ça me donne l'occasion de relever quelques erreurs que les gens font dans la population. C'est très souvent des douleurs qui seraient liées à des injections intramusculaires. Plus souvent, c'est dans la fesse. Et on entend dire, oui, on m'a fait une injection qui a été mal faite, c'est pour ça que j'ai une sciatique. Bon, ça c'est ce qu'on appelle les sciatiques tronculaires. C'est-à-dire qu'on peut effectivement irriter le nerf sciatique dans son trajet au niveau de la fesse. Quelqu'un qui fait une injection mal faite sur le nerf peut irriter le nerf sciatique et puis avoir donc créé une sciatique tronculaire. Mais pour cela, il faut que ce soit une injection qui entraîne un abcès, que l'abcès comprime. Donc c'est un tableau assez visible, assez parlant, qui est très différent de ce que nous on voit en rhumatologie qu'on appelle les lombosciatiques, qui sont des douleurs lombaires au départ qui irradient dans le membre inférieur. Donc c'est deux choses différentes. Et donc
en rhumatologie, dès qu'on fait l'examen, on arrive à distinguer les deux. Hein, parce qu'une sciatique, en général, quand elle est liée à une injection mal faite, etc., elle ne s'accompagne pas de douleur lombaire. C'est deux choses totalement séparées. Donc, je ne sais pas si c'est de ce genre de douleur qu'elle parle, mais il faut faire attention. Voilà. Monsieur Yambré, Brema Yambré, lui, il a été piqué par un scorpion, professeur Cissé. Donc, la partie est devenue insensible. Après un traitement, cela s'est amélioré. Mais maintenant, au niveau des hanches, la personne ressent des douleurs. Donc, il a fait plusieurs traitements, mais jusque-là, ça ne va toujours pas. La personne a besoin de conseils. Oui, et encore une fois, c'est le problème des questions. Et quelquefois, elles ne sont pas bien libellées et tous les éléments ne sont pas là. Une morsure de scorpion, c'est forcément un venin qui remonte. Donc, au-delà du côté toxique du venin, c'est une porte d'entrée qui peut s'infecter. Et un microbe rentre à travers ça, utilise les canaux de circulation, particulièrement les veines, et puis remonte. Ça donne une grosse jambe qui est douloureuse avec des fièvres, etc., que nous appelons dans notre jargon les résipelles, qui fait que quelquefois, il y a des troubles de la sensibilité localement en raison des problèmes de retour du sang, des retours veineux, et qui, dans le temps, peuvent, par moment, revenir à la suite des efforts, à la suite d'autres traumatismes ou d'autres micro-traumatismes, uniquement les chaussures. Et toute la question est de savoir quel est le délai imparti, parce qu'il est difficile de rattacher cette douleur, cette morsure du pied aux douleurs de hanche que l'intéressé rapporte. Entre-temps, est-ce que du fait qu'il a été immobilisé par cette morsure et il a dû prendre un peu de poids ou il est resté alité ou avec immobilisation réduite, qui a fait que les positions n'étant pas adaptées, les sièges n'étant pas adaptés, il a fini par développer une douleur lombaire ou on va dire des contractures au niveau de ses muscles et secondairement au niveau de l'articulation de la hanche. Cela reste à préciser et comme c'est pas en interactif, on va dire en live, c'est extrêmement difficile à préciser, mais je ne trouve pas comme ça, ainsi libellé, une relation directe entre son problème de jambe et les problèmes de hanche qui devront être totalement indépendants certainement, mais on lui conseille de prendre attache avec nos collègues rhumatologues ici et une consultation pour pouvoir mieux étayer tout ça. Est-ce qu'une personne qui a toujours des crampes après un effort physique, cela peut-il se transformer en rhumatisme, professeur c'est difficile de répondre parce que les crampes, d'abord, c'est qu'est-ce que la personne appelle des crampes. C'est ça le vrai problème. Et puis quand on dit rhumatisme, là, en fait, c'est un terme générique. Hein, tout ce qu'on a cité comme maladie, c'est ça qu'on met sous terme de rhumatisme. Donc c'est difficile comme ça. Mais dans ces cas-là, ce serait bien de voir la personne qui va en consultation et explique ce qu'elle appelle crampes. Peut-être en expliquant, le médecin lui dirait exactement ce que c'est. Peut-être ce n'est pas des crampes. En ce moment, on verra ce que c'est et on peut évoluer vers un diagnostic et voir ce qu'il faut faire. D'accord. Madame Boyabobo, professeur Ouedraogo, après une arthrose, la prise en charge, les médicaments ont conduit à des ulcères. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme conseil? Parce qu'elle souffre, apparemment, les médicaments prescrits ont conduit à des ulcères. Alors, je pense que le médicament qu'elle prend est probablement un anti-inflammatoire. Et bien sûr, les anti-inflammatoires, une prise prolongée et sans protection peut conduire donc à des ulcères. Et sûrement que cette prise d'anti-inflammatoire se fait dans le cadre d'une auto-médication. Et ça également... Non, apparemment, ça a été prescrit. Ça a été prescrit pour prendre en charge l'arthrose. Et c'est cela qui a conduit apparemment à l'ulcère. Je pense qu'elle peut arrêter de prendre l'anti-inflammatoire déjà. Elle peut se contenter de prendre des antalgiques. Il y a des médicaments contre la douleur, des antidouleurs, qui ne sont pas des anti-inflammatoires, mais qui sont très efficaces contre la douleur. Et en plus de ça, elle peut également faire des séances de rééducation. Pour le dos, c'est vraiment quelque chose d'important qui peut vraiment entraîner une nette amélioration. D'accord. Est-ce que quelqu'un qui a un début d'hernie discale peut guérir de ce mal? Professeur Oniakita. Oui. Bon, en fait, quand on dit hernie discale et puis on dit lombalgie, mal au dos,
Vous voyez, en réalité, c'est des choses qui ne sont pas loin. Quand quelqu'un a mal au dos, et on cherche à voir ce qui est à l'origine de ce mal de dos-là, on peut, en faisant certains examens un peu spécialisés, comme le scanner, on peut vous dire que vous avez une hernie. Une hernie, en médecine, ce n'est rien de compliqué. Mais est-ce qu'on peut en guérir? Oui, mais en guérir, oui, on peut Parce en qu'il y guérir. a Puisque un autre quand téléspectateur qui demande... quand on n'a plus de douleur, on est guéri. Vous voyez, là où nous sommes, déjà pas de 40 et au-delà, si on vous fait le scanner, vous n'avez rien même, on vous fait le scanner, on peut trouver une petite hernie. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on est malade. On est guéri, mais peut-être si on fait le scanner, on peut trouver la hernie qui est là-bas, mais la personne n'a plus mal. En ce moment, on dit qu'on est guéri. Ça, c'est la cause de sa douleur au dos qui est la hernie. Mais une fois qu'on n'a plus mal, on suppose que c'est guéri. La question de la hernie discale revient. Est-ce qu'on peut, cela peut être pris en charge par un rhumatologue à Bobo? Est-ce qu'il y a un rhumatologue? Tous les rhumatologues sont à Ouaga apparemment. Vous n'êtes que 3 pour le moment et tous les 3 vous êtes... Oui, et présentement au niveau de... Mais la personne est suivie par un neurologue pour un mal de dos. Donc, le mal n'est pas assez grave selon lui pour qu'on propose pour faire une chirurgie. Donc, on fait des injections. Je pense que ça doit être des infiltrations. Est-ce que cela peut avoir des conséquences à long terme? C'est l'inquiétude de téléspectateurs. Alors, je pense qu'il faut qu'on précise que les infiltrations, l'utilisation des infiltrations est bien codifiée. Et en principe, on ne dépasse pas une série de 3 infiltrations par an. Parce que lorsque les infiltrations se font avec des corticoïdes, et donc lorsqu'on dépasse donc ce nombre de 3 par an, on rentre un peu dans les complications, on peut rentrer dans les complications de la corticothérapie, et donc ça peut être dangereux pour le patient. Donc on peut lui faire des infiltrations, mais il faut que ça n'excède pas les 3 par an. Il faut que l'infiltration soit faite par quelqu'un qui est spécialisé. Voilà. Et dans les spécialités, je crois que dans les pays occidentaux, il y a les rhumatologues qui font les infiltrations, il y a les kinésithérapeutes qui font les infiltrations, et puis il y a les orthopédistes. En dehors de ces 3 spécialités, les autres ne sont pas habilités à faire des infiltrations. Okay. Professeur Cissé, quelle est la différence entre rhumatisme et drépanocytose et quelles sont leurs manifestations? On va dire que la drépanocytose peut être cataloguée aussi comme une variété de rhumatisme, mais un rhumatisme dont la cause est génétique. Parce que les rhumatismes, il y en a plusieurs sortes. Il y a des rhumatismes, on en a parlé tout à l'heure de l'auto-immunité où la personne se défend contre elle-même, s'agresse ou s'auto-agresse pour des mécanismes inconnus. Il y en a, c'est parce que de par la constitution même, quelquefois la machine, il y a des bugs. Il y a des défauts de fabrication qui font que... et dans la drépanocytose, c'est quoi? C'est le globule rouge qui a du mal à garder sa déformabilité. Il a tendance à se figer dans une position et ça bouche les tuyaux. Et voilà comment les douleurs commencent. Donc, c'est les articulations. Généralement, c'est les mains et les pieds. C'est assez classique que nos collègues pédiatres connaissent bien et qu'actuellement, avec les campagnes de sensibilisation, permet aux gens de savoir. C'est une maladie qui évolue par crise. Et les crises sont assez aiguës, elles sont assez violentes. Et il n'y a pas d'âge parce qu'on naît avec le problème. Et il y en a qui débutent plus tôt et d'autres un peu plus tardivement selon les formes. Quand on a certaines spécificités dans les détails, on est mieux protégé que d'autres, mais on est malade. Donc c'est un rhumatisme génétique. Il y a d'autres sortes de rhumatismes, les rhumatismes auto-humains, il y a les rhumatismes métaboliques, donc la goutte par excellence, et il y a des rhumatismes qui sont dus simplement à des problèmes de transformation de quelques éléments de notre propre corps, en l'occurrence le calcium, qui généralement, dans leurs complications aussi, peuvent déboucher sur l'arthrose, comme on le dit tout à l'heure. Pour rassurer un des téléspectateurs, l'arthrose n'est pas une fatalité. Et les rhumatismes et la drépanocytose, c'est un des éléments des rhumatismes. Et le contexte familial permet généralement d'orienter le diagnostic ou de mettre la puce à l'oreille, même la famille. Et malheureusement, le bilan prénuptial ne fait pas partie de nos habitudes et quelquefois
quel drame social que de renoncer à celle qu'on aime ou à celui qu'on aime parce que simplement il a un défaut de fabrication dont il ne répond pas. Hein? Donc voilà, la drépanocytose est assez répandue chez nous. C'est un rhumatisme génétique qui peut être assez invalidant parce que les os longs, ça a pour conséquence de détruire la tête des os longs. Donc la jambe, et c'est souvent des gens qui rapidement on est obligé de leur mettre des prothèses au niveau des mains et d'autres complications, bien sûr. Je voulais ajouter que bon, pour la drépanocytose, le diagnostic est aujourd'hui très bien, il n'y a pas de problème. Hein. C'est-à-dire que finalement, on peut rapidement savoir qu'on souffre de drépanocytose. Donc il y a les examens qu'on fait, l'électrophorèse, quand on fait ça, on vous dit vous êtes drépanocytaire. Vous voyez, le diagnostic est rapidement fait aujourd'hui. Peut-être juste pour l'attention des téléspectateurs, de ceux qui nous suivent, on a tendance à galvauder le terme drépanocytose, mais cela se comprend, hein, parce que quelquefois c'est peut-être de notre faute, nous les médecins, nous n'avons pas toujours les mots justes pour expliquer on va dire dans des concepts très accessibles aux gens. On dit très couramment tout ce qui est simple est faux. Et tout ce qui est compliqué est inutilisable. Donc il faut trouver le moyen parce que notre globule rouge, en fait, il y a deux parties. Et quand l'anomalie concerne les deux parties, en ce moment, de façon spécifique, on fait la drépanocytose. Quelquefois, il y a des gens, parce que chaque partie, une partie vient du père, une partie vient de la maman. Et chez certains, c'est seulement une partie. C'est soit le père qui donne le défaut, ou soit la maman qui donne le défaut. Et dès qu'il y a la présence de ce défaut unique sur une seule partie, les gens ils répètent sans arrêt « j'ai la drépanocytose » alors qu'ils ont ce qu'on appelle le trait drépanocytaire. Ils ne le sentent pas. Voilà, ils ne le sentent pas. Et s'ils ont des douleurs, ils ont tendance à systématiquement ramener ça à cette petite tare, à ce petit défaut, alors que réellement c'est des concordances, c'est des coïncidences, même quand la proportion d'anomalie est supérieure à la proportion normale. Donc souvent on entend des gens dire « j'ai la drépanocytose » et nous, pour être assez précis, on leur dit, vous faites quelle forme? Ils disent, je suis AS ou je suis SA. Non, vous avez le train. Quand on est drépanocytaire, on a le SS ou on a le SF, voilà, ou d'autres variantes. Voilà, on va répondre à la question de Pierre Claver qui est à Kanchari. Quels sont les principaux signes du rhumatisme, professeur Eti? Est-ce que cela est contagieux et puis quels sont les facteurs qui favorisent la survenue de rhumatisme? Merci. Avant de répondre à la question, je voulais quand même dire juste un petit mot à propos de la drépanocytose, voilà, pour encourager la population à faire quand même cette électrophorèse, pour savoir si elle a un trait drépanocytaire ou bien si elle est drépanocytaire, parce que, comme vous le savez, hein, c'est une maladie qui est héréditaire et ça permet, quand elle n'a pas encore choisi son conjoint, de quand même faire le bon choix. Mais parce que c'est dramatique. Ça lui a dire, c'est pas ça qui va arrêter l'amour. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut aimer en toute lucidité. Parce qu'après, c'est les enfants qui sont totalement innocents que vous mettez, qu'on fait souffrir. Donc, si j'ai bonne mémoire, on dit souvent que l'amour est aveugle. Oui, donc, il est difficile d'être lucide. On a les yeux fermés. Okay. Donc les principaux signes du rhumatisme, est-ce que cela est contagieux et puis, les signes dans 80, disons, le signe qui est pratiquement constant, c'est la douleur. La douleur dans les articulations, parfois elle touche même les os, donc c'est des douleurs profondes, des douleurs, soit elles sont dites mécaniques, c'est-à-dire que ce sont des douleurs qui sont provoquées par les activités, par les activités de tous les jours, par la marche, et puis en général qui s'estompent, qui vont se calmer dès qu'on est au repos. En général, ce type de douleur accompagne le rhumatisme d'usure dont on a parlé, tel que l'arthrose. Et il y a un autre type de douleurs qui sont les douleurs qu'on dit inflammatoires, qui, elles, persistent même au repos, même la nuit. Et ce type de douleur accompagne le plus souvent les rhumatismes inflammatoires qui sont beaucoup plus graves, comme la polyarthrite dont on a parlé. Donc, c'est le principal signe, c'est la douleur. Et en plus, la douleur, parfois, ce sont les gonflements articulaires. Et quand les deux sont associés, on parle d'arthrite. Et quand c'est plusieurs articulations, on dit polyarthrite. Voilà. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est contagieux? Bon, le plus souvent, on ne parle pas de contagion, non. Ce n'est pas véritablement contagieux, mais c'est le plus souvent, il y a un terrain familial, surtout concernant la polyarthrite. Voilà. Quand
la maman, bien la grand-mère a eu une polyarthrite, il est possible que ce terrain soit transmis de génération en génération à la fille, à la petite fille. Et donc, quand on fait l'enquête, le plus souvent, on remonte aux grands-parents. On trouve qu'il y a un des grands-parents qui a eu cela. Donc, on parle plutôt de terrain, pas d'hérédité directe, mais de transmission d'un terrain favorisant. Voilà ce qu'on peut dire. Mais concernant la contagion, peut-être le cas des tuberculoses, et même la tuberculose osseuse, elle est rarement contagieuse. Voilà. Sauf à la phase où, à la phase de contamination pulmonaire, bon, là, effectivement, elle peut être contagieuse. Sinon, il est rare que les rhumatismes soient contagieux. Professeur Onokiatan, quelles sont les localisations de l'arthrose en Afrique subsaharienne? Les localisations de l'arthrose en Afrique, je crois que ça devait être pratiquement dans les différents pays. Et la première localisation, c'est le rachis, la colonne. Et la colonne, c'est les parties qui bougent, le cou et puis le bas du dos. C'est ça qui donne les douleurs du dos dont on parle le plus souvent. Et puis après ça, on a les genoux. Les genoux, c'est la deuxième localisation. Et troisième localisation, c'est les trois principales d'ailleurs, c'est la hanche, l'articulation coxo-fémorale. Voilà les trois localisations qu'on voit plus en Afrique. Et particulièrement pour le genou. Vous voyez, pour le genou, c'est très souvent chez la femme. Et c'est la femme qui est obèse, la femme qui est grosse. Qui est en forme. Voilà. Et là, c'est là où on dit, le problème en Afrique, c'est ça, c'est-à-dire que l'obésité est vraiment très belle perçue. Quand une femme prend du poids, mais l'entourage félicite son mari. Vous voyez, donc c'est du coup, d'aisance. Voilà, d'aisance sociale. Et ça, c'est vraiment, et c'est connu partout que c'est vraiment un facteur de risque de l'arthrose, surtout du genou, le poids. Et donc, c'est probablement ça qui explique ça. En plus d'autres choses, bien sûr, il y a le poids, puisque c'est chez les femmes et les femmes obèses qu'on voit. Donc, ça, c'est les trois principales localisations de l'arthrose en Afrique. La goutte semble être fréquente au Burkina Faso. Qu'en est-il dans vos différents pays? Professeur Eti. Oui, la goutte, elle est fréquente au Burkina, mais elle est fréquente également en Côte d'Ivoire. Elle est fréquente au Congo. C'est une pathologie qui est fréquente, en tout cas en Afrique subsaharienne. Comme on l'a dit, c'est lié à l'alimentation le plus souvent. L'alimentation riche en produits azotés. Et la mauvaise élimination de ces produits-là, parce qu'en principe, celui qui élimine correctement tous ces produits-là ne fait pas d'accumulation d'acide urique, puisque la goutte, c'est l'acide urique en excès qui va se transformer en cristaux et qui va se déposer dans les articulations, et créer des douleurs très, très aiguës. Voilà. Donc, je pense que dans tous nos pays africains, c'est le même problème. Est-ce qu'il y a des personnes plus exposées au rhumatisme que d'autres, professeur Ouedraogo? Alors, les personnes plus exposées, ça dépend du type de rhumatisme. Mais en général, dans nos différentes consultations, les femmes sont plus atteintes que les hommes pour toutes les consultations confondues. Alors, mais lorsqu'on prend les pathologies par pathologie, par exemple, le docteur et professeur Eti vient de parler de la goutte. Par exemple, la goutte, elle touche d'abord plus les hommes que les femmes. Et ça s'explique, les femmes ont des hormones qui permettent d'éliminer le taux d'acide urique, mais quand elles rentrent en période de ménopause, elles deviennent comme des hommes. Donc, elles sont susceptibles de la goutte. Alors, mais il y a toutes les pathologies auto-immunes dont on a parlé la dernière fois, telles que le lupus, qui touchent vraiment des femmes d'abord, et puis on a les arthroses, comme mon professeur Onyankita l'a dit aussi, qui concernent les femmes. Donc, en général, dans les consultations de rhumatologie, en général, on a plus de femmes que d'hommes. Les rhumatismes ont-ils un lien avec l'âge, professeur Eti? Oui. Le grand groupe de rhumatismes dits dégénératifs qui sont liés à l'usure ont une fréquence qui augmente avec l'âge, et à un certain âge, ça devient pratiquement exponentiel. C'est-à-dire que quand on dépasse 65 ans, 70 ans, à ce moment-là, c'est pratiquement un sujet sur deux qui a ce problème. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a les rhumatismes aussi chez les enfants. C'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce que cela est dû à quoi?
Bon, ça, le plus souvent, bon, c'est des anomalies génétiques, c'est des terrains familiaux prédisposants. Bon, il y a quelquefois les infections, c'est le cas des rhumatismes articulaires aigus, qui sont secondaires aux angines répétées chez les enfants. Voilà. Donc, et justement, pendant longtemps, par mes connaissances, les médecins ont assimilé tout ce qu'il y avait comme douleur articulaire chez l'enfant au rhumatisme articulaire aigu. C'est vrai qu'ils existent, hein, c'est réel, mais il n'y a pas que ça chez les enfants. Il y a des rhumatismes, ce qu'on appelle l'arthrite chronique idiopathique juvénile, etc. Bon, il y a tout un groupe de rhumatismes chez les enfants qui est assez complexe. Voilà. Donc, en réalité, à tous âges, il y a des rhumatismes bien précis. Il y a des rhumatismes chez les enfants, chez les adolescents, chez les jeunes en pleine activité, chez les personnes âgées, tout le monde est concerné en réalité. Et il ne faut pas donc assimiler toute la rhumatologie à la vieillesse. Ce n'est pas exact. Et quelle est l'influence du climat sur les rhumatismes, professeur Cissé? Merci, vaste question. Et je rebondis sur... De toute façon, le sujet il est vaste. Donc... Tout à fait. Et parce que les rhumatismes, c'est un terme générique. Et pour rebondir sur ce que disait le professeur Eti, c'est que le rhumatisme n'a pas d'âge. Mais selon les âges, selon les terrains, il y en a certains types qui sont plus fréquents que d'autres. Essentiellement ça. Et nous avons mission de santé publique, de sensibilisation. On a parlé tout à l'heure de la goutte, qui n'est pas simplement due au surpoids ou à un excès en capital de muscles et puis des excès d'alimentation. Quelquefois, la destruction aussi des éléments de notre corps peut nous entraîner sur un terrain de goutte. Et c'est l'occasion, nous sommes au mois de carême, et la goutte est incompatible avec le jeûne, parce que le jeûne lui-même, de façon autonome, peut provoquer la goutte chez certains, parce que quand nous détruisons nos cellules, nos noyaux, et l'élimination de ces noyaux provoque l'acide urique, fait fabriquer de l'acide urique, qui, quand c'est assez important, on n'arrive pas à les éliminer. Important. Et dernier point avant de revenir à la question tout à l'heure, c'est par rapport à l'auditeur qui a parlé de la hernie discale. Et cette hernie discale, il faut retenir, c'est vrai que c'est un terme, quand on dit hernie discale, souvent nous les médecins, nous reportons nos angoisses en disant vous pouvez être paralysé, etc., etc. Et ce qui est rassurant, c'est que si vous prenez 100 personnes qui ont une hernie discale, le professeur Onyakitan l'a dit tout à l'heure, vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui faites un scanner, vous trouvez une hernie discale, et qui ne s'est jamais plaint au dos, et qui n'aura jamais mal au dos, encore moins dans la jambe. Et même quand on a une hernie qui a été montrée à l'imagerie, où il faut au scanner ou à l'IRM, si nous prenons 100 personnes, il y a peut-être 75 personnes qui jamais ne se feront opérer. Il n'y a que 20 à 25 personnes qui se font opérer. Donc cela veut dire, quand on a une hernie discale, on a une bonne hygiène de vie, on a une bonne hygiène du dos, on se fait suivre par son médecin rhumatologue, ou quand c'est le traumatologue qui est à portée de main, ou quand c'est le neurologue. Et bien soigné, bien pris en charge avec une adaptation du dos, généralement on n'a pas de souci à se faire. Nous en revenons à la question climatique. Il le disait cet après-midi, le professeur Ouedraogo, quelquefois les malades rhumatisants peuvent à eux tout seuls, peuvent jouer la météo. Ils peuvent annoncer les marées montantes et les marées descendantes, parce que le mécanisme n'est pas univoque. Mais notre environnement, le degré d'humidité, le degré hygrométrique, c'est des éléments qui interviennent à travers notre environnement sur nos articulations. Un exemple assez, on va dire, assez terre à terre, assez trivial. Rapidement, parce qu'on est presque à la fin. On est arrivé presque à la fin, et c'est vrai, les enseignants, ils parlent trop. Et donc, le froid, par exemple, nous confine à des positions, et quand on garde une position pendant longtemps, il n'est pas facile de redéployer l'articulation. Donc, le mécanisme n'est pas univoque, mais notre environnement et les conditions climatiques peuvent interagir sur nos rhumatismes en les aggravant ou en les améliorant un peu, parce que le froid et la chaleur peuvent aussi avoir des vertus antidouleurs. Professeur Onokiatan, en cas de rhumatisme, est-ce que le sport est déconseillé? Le sport, non, pas du tout. Pas du tout. Le sport n'est pas déconseillé. Au contraire, il y a certains rhumatismes, je crois que je l'ai déjà dit même, il y a certains rhumatismes au cours desquels on demande aux patients de maintenir les activités physiques, parce qu'il y a certains rhumatismes même qui finissent par bloquer les articulations, et c'est en faisant les activités physiques que progressivement vous allez garder l'articulation toujours mobile pendant longtemps. Oui. Et puis pour le reste, c'est cas par cas.
parce que vous êtes en train de travailler et puis subitement, vous avez une vive douleur quelque part, vous ne pouvez plus vous lever. On ne va pas vous dire de vous reposer. Vous voyez, ça dit que là, le repos s'impose. Mais à partir du moment où ça commence par aller mieux, on reprend ses activités. Vous voyez, donc le sport, non, pas de conseil du tout, mais c'est à gérer en fonction de la situation qu'on a. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Pour terminer, quelles sont les perspectives d'avenir en termes de traitement, professeur Ouédraogo? Alors, en termes de traitement, je pense que le process ici l'a abordé. Il faut dire que ces 20 dernières années, parce que tout a commencé dans les années 2000, la rhumatologie a fait de grandes avancées, surtout dans la compréhension et dans le mécanisme des pathologies. Donc, on a essayé de voir quels sont les acteurs, les vrais acteurs incriminés, tels qu'il y a des petites particules qui provoquent de l'inflammation que nous appelons des cytokines. Et au niveau thérapeutique, au niveau des traitements, maintenant, on a des traitements ciblés. La plupart des traitements que nous prenions auparavant, c'était des traitements on dit des traitements empiriques, on les prend, mais on ne maîtrisait pas les mécanismes. Mais de plus en plus, on connaît les mécanismes des pathologies, comment elles commencent, comment elles s'entretiennent. Et donc, on a des thérapeutiques ciblées, c'est ce que nous, on appelle des biothérapies. Et malheureusement, c'est des traitements qui, pour le moment, ne sont pas accessibles parce qu'ils coûtent cher. Ils coûtent assez cher. Pour donner un exemple, 2 ampoules de certaines biothérapies, de la biothérapie la plus ancienne, coûte environ 1 500 €. Donc autour de 1 million de francs CFA. Et donc nous espérons que peut-être que dans le futur, on pourra peut-être... voilà, il y aura de belles perspectives. Voilà. Donc, propos qui vont servir de conclusion à cette émission. Merci d'être venu sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 ans. National ou international, avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. Elle sera la plus